Salut à tous, on est de retour avec Rebond, cette émission donc l'on fait tous les mois en partenariat avec Cégide. De temps en temps c'est la finance et puis de temps en temps c'est les ressources humaines. Et là on va être au cœur des ressources humaines, au cœur des managers. Je ne sais pas si on dit encore, d'ailleurs je poserai la question à mes invités, le middle management. Bref, ceux qui sont aujourd'hui sans doute dans la plus parfaite des tourmentes. Voilà, on va en parler pendant une demi-heure. D'abord, essayer de prendre la mesure justement de la tourmente. Et puis ensuite, essayer de voir s'il n'y a pas des outils, puisque cette émission est évidemment en partenariat avec Cégide, au cœur du digital, s'il n'y a pas des outils qui peuvent essayer de calmer un tout petit peu la tempête. Allez, c'est parti, c'est Rebond. Et donc pour démarrer cette émission, Élodie Champagnat. Bonjour Élodie. Bonjour. Directrice marketing produit de Talentsoft. Absolument. Qui est maintenant racheté par Cégide. Et Eric Albert. Salut Eric. Salut. Fondateur de YouSide, spécialiste qui m'explique le management comme personne. Juste Eric, je vais commencer avec toi. C'est une crise sans précédent qu'affronte. Parlons de ce qu'on appelle le middle management. Je ne sais pas d'ailleurs si on parle encore de middle management, quelque part entre les grands patrons et ceux qui bossent. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est surtout une bascule extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est en train de passer dans le 21e siècle du management. Jusqu'à présent, on était dans le 20e siècle. Là, on passe dans le 21e siècle. Et là où c'est une crise, c'est que lors des différents confinements, d'un seul coup, il y a eu cette prise de conscience de tout le monde que ça tournait. Et ils n'étaient pas là. et le truc marchait. Et ils n'étaient pas là. Ah, c'est terrible. Et donc, il y a eu... Ça a créé beaucoup, d'ailleurs, pour beaucoup de questions de doutes. Et, bien sûr. Et avec des réactions un peu paradoxales, puisqu'ils se sont mis à appeler leurs collaborateurs 3, 4, 5 fois par jour et ça servait qu'à une chose. Pour continuer à exister. Oui, c'était à calmer leur propre anxiété. Parce que effectivement, le truc tournait et pire, il tournait mieux. Oui, mais alors c'est toi-même qui m'avais dit, Eric, on était en mission. Oui. Tu m'avais dit deux choses. Tu m'avais dit on était en mission, et la deuxième chose, le confinement est une addiction. Oui. Et il t'a pas échappé que depuis, 3% de la population active américaine n'est pas retournée bosser. Ouais, exactement. 5 millions. On fait une overdose. 5 millions de personnes sont parties. 3%. Oui, absolument. Alors, c'est évidemment pas un modèle durable. Voilà. Ça, on est sûr de ça, parce qu'on perd énormément de choses dans l'isolement. L'isolement, c'est intéressant parce que c'est confortable, parce qu'on n'est plus sous le regard des autres, parce qu'on n'a pas de transport, parce qu'on est dans son cocon. À condition qu'on ait les conditions de qu'on vie. ait le cocon agréable. Qu'on ait le cocon agréable. Mais ça donne plus de plaisir. On n'a plus de plaisir. C'est un confort dépressogène. Et on voit d'ailleurs la montée des troubles psychiques de façon absolument incroyable, parce que ce confort, et c'est très contre-intuitif, mais ce confort, en fait, nous fait déprimer. Et là, il y a tout un travail autour de comment est-ce qu'on retrouve quelque chose de mix, parce qu'on va pas... Ce qui est certain, c'est que le télétravail, il est installé. On l'a pour toujours. Mais il faut juste qu'on équilibre, qu'on invente quelque chose de très différent. Et notamment, on va en parler, c'est tout comment on invente quand on est au travail ensemble. Parce que maintenant, aller au travail, c'est un effort, mais ça doit être un effort hédoniste. Je dois trouver du plaisir. Élodie, oui. Donc, c'est le sujet. Absolument. Voilà. Il faut réinventer, en fait. Parce que ce que tu nous dis, Eric, c'est que les managers restent indispensables. Ils n'ont peut-être jamais été autant indispensables. Ils sont absolument indispensables. Donc, comment on fait ? Simplement que ça a révélé tout ça, que c'est urgent de changer leur rôle, puisque justement, ils ne sont plus ces contrôleurs qui se manifestent 4 fois par jour pour vérifier que tout est bien fait. C'est plus ce qu'on attend d'eux, ni de la direction, c'est ni ce que la direction attend d'eux, ni ce que les collaborateurs attendent. On a vu que pendant la pandémie, voilà, c'était possible en fait de travailler sans ce chapeau très dans le contrôle, dans le management à la je sais tout, etc. Donc c'est urgent de les transformer en fait en leader et en coach, j'allais dire.
Puisque ce qu'on va attendre, et en particulier avec la pandémie, c'est qu'ils pérennisent cette autonomisation que chacun a pris. Donc ils vont être là pour fédérer. Eux, ce qu'on va attendre d'eux, c'est qu'ils créent des équipes, c'est-à-dire qu'ils sachent réunir des talents, créer des réseaux de talents qui vont savoir collaborer pour résoudre des problèmes qui sont de plus en plus complexes dans nos organisations. Donc on va les mettre à un autre niveau et on va les vouloir un peu comme, je pense, des réconciliateurs entre la stratégie de l'entreprise et puis la mise en œuvre de cette stratégie en interne. Donc des vrais coachs. Alors c'est passionnant, mais ça change tout, ça. Parce que ça aussi, tu me l'avais décrit, Eric. Le manager, assez souvent, il arrive à son poste parce qu'il a été bon dans son job. En fait, c'est un bon technicien. Un bon expert. Un bon expert. C'est pas du tout un gars qui... Non, ça change absolument tout. Et pour renforcer ce qui est dit, la question de la dynamique collective est maintenant beaucoup plus problématique. Parce que quand on était à distance, d'une certaine façon, chacun est une unité de production individuelle, fait son truc, et de cette façon, le manager organise un peu les interfaces un peu. Mais ça ne crée pas ni d'intelligence collective. Et il y a une étude Microsoft, chez les collaborateurs de Microsoft, sur les effets du télétravail, qui montrent que chez Microsoft, ils ont perdu toute leur créativité. À distance. Spectaculaire. Donc, c'est vachement intéressant qu'il ait publié, parce que c'est là où la différence entre Microsoft et Facebook. Et donc, c'est ce qui est vraiment ce qui est le sujet maintenant, c'est quand les gens sont là, c'est pas pour qu'ils fassent du Teams avec leurs collègues qui, eux, sont chez eux, parce que c'est double peine. Bien sûr. Donc, il faut qu'on invente un truc, et ça ne va pas de soi. D'abord, il faut que tous les gens soient ensemble en même temps. Mais moi, je suis manager, je suis un bon professionnel, mais je ne suis pas Chief Happiness Officer. C'est ça le sujet. Happiness. Je suis pas... C'est vraiment la question du collectif, de l'équipe, de la relation, de la créativité ensemble, de l'intelligence collective. C'est ça le sujet. Mais oui, bien sûr, c'est un nouveau métier. Là où tu as complètement raison, c'est que c'est un nouveau métier. Et même pour les gens qui étaient assez bons en management jusqu'à présent, dans lequel les gens étaient autour, on avait des réunions, ils comprenaient leurs collaborateurs. Ils les écoutaient. Donc tout ça se passait assez bien, ils étaient assez bons coachs. Ça suffit plus. Parce que, encore une fois, si je n'invente pas une façon d'être ensemble différente, parce que c'est court, on n'est plus ensemble tout le temps, on est ensemble en général 2 jours par semaine. Et quand on arrive à être ensemble 2 jours par semaine, c'est le maximum. Et là, il faut créer la relation, il faut faire que les gens s'ajustent les uns aux autres. Il y a toute cette question de la palabre, de discuter des choses pour voir comment on s'ajuste. Parce que l'isolement, ça disperse. Mais chacun interprète à sa façon. Tout à fait d'accord, mais je reviens. Alors, bonne pratique, c'est quoi? C'est-à-dire, je sais pas, toi, ton cabinet, YouSite, j'imagine, est sollicité pour essayer. Il va falloir mettre au point des programmes de formation et de coaching de l'ensemble de ces gars-là. Oui, c'est ça le truc? Il y a beaucoup de programmes de leadership en fait, qui ont démarré avec cette urgence à changer le mode de management. Et c'est surtout, quand vous disiez tout à l'heure, ça change tout. Oui, ça change tout parce que, en fait, il y a des statistiques. 62% des managers ne se sentent pas accompagnés et prêts à prendre ce rôle de coach. Ça, c'est clair. Donc, c'est urgent de les aider à se transformer. Donc, oui, des programmes de leadership à mettre en œuvre très rapidement. Et on voit ça fleurir beaucoup dans les organisations désormais. Mais ils ne l'ont jamais été, de toute façon, accompagnés, non? Ça dépend. Ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises où on a beaucoup accompagné les managers. D'accord. Et puis l'idée que le manager doit être coach est vraiment maintenant assez diffusée. Il y a eu beaucoup de formations dans les grands groupes sur ces questions-là. Mais c'est pas seulement coach. C'est encore une fois, ce qui est vraiment, c'est là où on bascule dans la business. Il faut inventer un truc. Définissons les termes. Ça veut dire quoi, coach? Coach, ça veut dire je suis capable d'accompagner le travail de chacun de mes collaborateurs, c'est ça? Et de le développer. Et de lui permettre de progresser. Donc c'est d'accompagner, de le développer, de lui permettre de progresser et progressivement de lui donner de plus en plus de responsabilités. C'est vraiment ça. C'est au lieu d'être celui qui décide et qui distribue, je suis celui qui accompagne et qui fait monter. C'est passionnant. Je soulève, j'appuie pas, je soulève. Donc, pour le dos, c'est plus dur. Mais c'est vraiment ça l'idée. Donc le coach, c'est ça.
Et puis, pardon, si je peux me permettre, Mais... c'est aussi celui qui aligne. C'est-à-dire, oui, il va soulever l'ensemble de l'équipe, développer, faire progresser, entendre les aspirations de chacun et les amener vers leur prochaine étape, mais toujours en alignant ça avec les enjeux stratégiques de l'entreprise. C'est pour ça que je parlais d'un réconciliateur tout à l'heure, parce que cette notion d'alignement, elle est très forte, je pense. Et tout ça dans un contexte d'accélération de l'ensemble des business. Alors, porté par la digitalisation, mais la digitalisation amène un renouvellement complet de l'offre et donc même un renouvellement complet des business. Oui, puis surtout, je pense une obsolescence très forte des compétences. C'est très rapide. Hein. Il y a une étude de l'OCDE qui dit que dans les années fin 90, c'était 30 ans, la durée d'une compétence. Aujourd'hui, on est sur 18 mois. Ouais. Donc, c'est un enjeu énorme. Il parle de, alors, j'ai jamais compris pourquoi, la demi-vie des compétences. Hein, c'est ça, à chaque fois, le terme exact, c'est la demi-vie des compétences. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, voilà, oui, c'était... Donc, c'est un contexte avec des transformations tellement importantes au niveau des métiers, au niveau des compétences requises. Il y en a, pour la grande partie, on ne les connaît pas, ces compétences de demain. On ne les connaît pas, ces emplois de demain. Donc, le manager, lui, là, il a un enjeu très fort. Il navigue dans l'incertitude au même titre que ses dirigeants, au même titre que ses collaborateurs. Et ce qui peut le sauver, c'est un petit peu, j'allais parler des soft skills, les compétences plutôt cognitives, comportementales, de savoir-être, pour encourager son équipe à s'adapter, apprendre à apprendre des nouvelles choses, aussi à désapprendre ce qui ne va plus marcher très rapidement et avoir beaucoup d'empathie avec eux. Donc des qualités qui ne sont pas techniques ni expertes. Et à faire qu'entre eux, tout ça se passe. C'est pas seulement, c'est ça qui est très important, hein, c'est qu'on n'est plus du tout dans un modèle dans lequel le manager transmet, le manager accompagne. Il faut qu'il accompagne les uns et les autres, bien sûr, mais il doit faire en sorte que les uns et les autres s'accompagnent mutuellement. Et quand on est ensemble, on est là pour soutenir. On est là pour être en soutien les uns des autres. Et c'est là où le travail, c'est pas seulement produire de l'expertise. Quand vous venez au travail, ce qu'on attend de toi, c'est que tu sois de bonne humeur, c'est que tu mettes de l'ambiance, c'est que tu aies des idées, c'est que tu rebondisses sur les idées des autres, c'est que tu transmettes ton savoir à tes collègues, que tu passes de l'information, que tu contribues. Toutes choses que tu ne peux pas faire si tu n'es pas présent. Éric, mais ils vont se barrer, les gars, en fait. C'est-à-dire ce que vous décrivez là, pour moi qui suis un manager à l'ancienne, et puis ça, j'ai de la chance, j'ai plus trop d'années à tirer, donc voilà, il y a des moments où t'es ravi d'être vieux quand même. Mais ils vont dire, mais laissez tomber, mais je veux pas faire ça, moi je suis incapable de faire ça. Enfin, tu comprends moi je pense que c'est exactement le contraire. Aux États-Unis, de la grande démission. Moi je pense que c'est exactement le contraire. Je pense que oui, il y a, comme toujours, on va avoir la courbe de Gauss, mais on va avoir certains qui vont décrocher. Mais en même temps, c'est incroyablement plus amusant. C'est beaucoup plus stimulant. Tu vois bien que mais je sais rien, je fais plus mon métier, tu comprends ? Si je suis, je suis un expert de ce métier, c'est ça qui m'a propulsé au poste de manager. Et là, ce que vous décrivez laisse de côté, mais complètement de côté, tous les aspects techniques de mon métier qui m'enthousiasment quand même. Oui, mais Pardon. Oui, tout à fait. En fait, c'est juste que ce qui va beaucoup changer, c'est que désormais, ce ne sont plus les experts qui vont devenir les managers. D'accord, mais ils sont là, si tu veux. Voilà. Tu vois, c'est toujours le problème. Il y a un switch à faire, quand même. En fait, tout l'enjeu pour une organisation, c'est justement de détecter qui est un expert et comment on va utiliser cette expertise pour qu'il soit dans la formation plutôt technique du métier, etc. Ouais. Et qui va être un manager avec les nouveaux enjeux dont on a besoin. Ouais, et qui a finalement une casquette presque plus RH parfois que de manager technique. Donc la place des experts, elle est primordiale. C'est juste qu'elle n'est plus nécessairement dans l'encadrement hiérarchique d'une équipe. Et je dirais que quand même, faut quand même, quand tu es manager, il faut quand même comprendre le business dans lequel tu es quand même. Hein. Oui, il vaut mieux. Tu me rassures un peu. C'est quand même mieux. Ton expertise, elle n'est pas complètement inutile, même s'il faut la remettre à jour tous les 18 mois. Évidemment, elle est évidemment utile, mais un bon manager est évidemment quelqu'un qui a des experts meilleurs que lui. Oui, tout à fait. S'il n'a pas des experts meilleurs que lui, il faut s'inquiéter, il risque de devenir contremaître. Et le modèle, alors moi je parle de modèle Amazon parce que c'est avec eux que je l'ai découvert, le modèle d'Alvéole, 6 personnes qui travaillent ensemble, groupées sur un sujet, qui sont vraiment en totale autonomie jusqu'au bout, très très peu en fait managés, jusqu'à l'aboutissement du projet, etc. C'est le genre de modèle qui peut s'imposer effectivement, c'est-à-dire on est vraiment sur des équipes qui se font confiance, exactement comme tu le décrivais. Moi, je ne crois pas une seconde qu'on va avoir un modèle. Ouais, c'est ça. Tu vois, je pense que l'idée qu'il y aurait un modèle qui va matcher partout, ça n'existe pas. C'est un modèle, puis il va en avoir plein d'autres. Et puis, tu vas encore trouver
des modèles à l'ancienne qui vont avoir leur demi-vie, qui continuent à descendre, mais qui vont durer encore pendant des années. Donc, je pense que c'est là où c'est passionnant, c'est qu'on est en train d'inventer des trucs. Ah, mais c'est dingue. Et tu vois, j'étais ce matin avec justement toute une série de managers sur ces sujets-là, et ils étaient un peu à la fois inquiets parce qu'il n'y a pas de solution toute faite. Justement, alors ils me disaient, mais c'est quoi le modèle? C'est la question. Voilà, il y en a pas. Ben non. Le modèle, c'est qu'il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que quand tu prends l'équipe, tu la fais réfléchir, tu leur dis, quand on est ensemble, qu'est-ce qui va nous rendre efficaces? Comment il faut qu'on organise les choses? Les équipes trouvent. Et du coup, elles sont impliquées, et du coup, elles ont envie de venir. C'est ça aussi, c'est que à la fin, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le lieu de travail doit être un lieu de plaisir. Et s'il n'y a pas ça, les gens ne viendront plus. Hein. Élodie, j'aurais une question finale pour toi, Bien Eric. sûr. Là-dessus, on a parmi nos clients des organisations qui travaillent du coup beaucoup plus sur la dimension du projet ou de la mission par rapport au poste avant. Exactement. Donc ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, on va définir une mission qui va être généralement générée par un problème important à résoudre, et on va réunir, comme vous dites, une équipe, alors avec des experts, avec différentes complémentarités, diversité dans les profils et dans les compétences. Et cette équipe, oui, elle est capable de craquer, j'allais dire, des choses très difficiles à résoudre. Mais on les laisse bosser. La grande différence, on les laisse bosser. Les gars, vous êtes responsables. Et que leur synergie fait que... Et dernière question, je ne sais pas si tu as vu ça, c'est sondage LinkedIn cette fois-ci, le biais de proximité. C'est-à-dire, plus de 50% des salariés sont persuadés que d'aller au bureau, ça favorisera leur carrière. En gros, c'est loin des yeux, loin du cœur. Et ça va être peut-être un moteur pour y retourner. C'est si je reste trop loin du manager ou du patron trop longtemps, ça va me porter préjudice. Jusqu'où est-ce que c'est un biais? On peut se poser la question. Parce que ce qui est vrai, c'est que on fait tous l'expérience. Quand on est au bureau et qu'on a des gens autour de nous, naturellement, on va leur proposer des choses et bosser avec eux. Mais le loin des yeux, loin du cœur, il existe. Il existe. S'ils sont pas, je peux avoir des gens très très bons, mais s'ils sont pas là, on les appeler, machin. Non. Et là, il y a quelqu'un qui est là. Tiens, je sors d'un truc. Je viens d'avoir un client. Hop, je lui en parle. Et de fait, le biais de proximité, je ne sais pas jusqu'où c'est un biais. Merci Eric. Merci. Élodie, tu restes avec nous et on continue Bismart. Donc, en direct des entreprises, Élodie, que vous disent vos clients? C'est quoi ce qui remonte là, justement, du terrain? En fait, sur la question du management et de comment on le transforme en leadership et parfois en rôle de coach, il y a des questions qui se posent en effet, et je peux vous relayer des questions concrètes. J'étais au congrès de la NDRH il y a à peu près un mois, et j'ai traité de cette problématique avec une quarantaine de DRH. Et les questions, il y en a 3 principalement. On a parlé des programmes de leadership pour accompagner les managers, mais il y a une question énorme autour de comment je m'assure de la mise en pratique de ces programmes ensuite, puisque personne n'est réellement prêt à accompagner les transformations. Très juste. Donc là-dessus, on parlera des technologies tout à l'heure avec Julie Coudry, bien sûr, mais il y a différentes choses qui peuvent les aider. Moi, j'ai déjà testé chez Talentsoft ce qu'on appelle le co-développement, donc le développement entre pairs, où on partage ces problématiques et on s'entraide. Et puis, je crois vraiment aussi que la RH a un rôle de relais à faire de ces programmes de leadership. Ça, c'est la première question. Ensuite, la deuxième, c'est que un des freins qui a été identifié pour que les managers se transforment réellement, c'est qu'ils sont très investis dans l'opérationnel du quotidien. Et donc, en fait, ils manquent de temps pour se développer eux-mêmes. Voilà. Donc là-dessus, là encore, il faut des dirigeants conscients de ça, et puis des RH qui vont les aider à libérer ce temps de l'opérationnel pour se consacrer à leur propre transformation. Bon, on va voir ça justement dans le concret. On continue Rebond. On repart les amis, Élodie donc toujours avec nous et Julie Coudry, salut Julie. Salut. Donc fondatrice de Jobmaker. Un mot sur Jobmaker, ce que tu fais, et puis justement on va essayer de voir quels sont les outils qui peuvent aider les managers à devenir des coachs. Jobmaker, c'est une plateforme de coaching de carrière digitale, donc en fait qui va permettre aux collaborateurs en autonomie de prendre du recul sur sa trajectoire, sur ses forces, sur ses envies, et puis éventuellement de construire sa prochaine étape professionnelle. Donc on est vraiment dans ce qu'on évoquait tout à l'heure, de poursuivre dans l'autonomie du salarié, mais
pas simplement lui dire prends-toi en main dans ta carrière, mais vraiment lui donner des outils qui vont lui permettre d'être, y compris dans des réflexions introspectives, sur où est-ce qu'il veut être. Parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est de savoir comment on fait pour que la personne elle soit au bon moment, à la bonne place, pour se développer et puis pour être vraiment dans le business. Pour l'entreprise. Et oui, pour voilà, le c'est business. ça. Pour les deux. Il faut qu'il y ait un matching des deux besoins. Et la distance renforce ce besoin, parce que en fait, si les gens sont tout seuls dans leur coin, en train de réfléchir à où j'en suis, qu'est-ce que je veux devenir, en fait, on les perd. Ouais. Donc là, il y a des outils à mettre à disposition pour pas juste être sur des injonctions, donc c'est ce qu'on fait avec JobMaker, mais il y a aussi ce lien à créer et de se dire, plutôt qu'il réfléchit tout seul dans son coin, on pose les choses sur la table, qu'est-ce que tu as envie, comment on peut avancer ensemble. Dépressogène, nous a dit le psychiatre Eric Albert tout à l'heure. Ouais, le confort dépressogène, c'était intéressant. Ça prend des trucs, ça prend des trucs. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans, Élodie? Donc, les outils, Oui, par rapport à ce que Julie dit, pour moi, il y a une notion très importante pour les managers, c'est déjà de bien connaître ses collaborateurs. Et en fait, il y a un constat quand même assez partagé que dans une entreprise, plus elle est importante en plus dans sa taille, moins on connaît réellement ce que savent faire les gens et surtout ce qu'ils ont envie de faire. Donc pour moi, la technologie, elle a des vertus, notamment celle de proposer des supports pour permettre aux collaborateurs de s'exprimer. Puisque la technologie, elle peut agréger automatiquement un certain nombre de choses, comme les compétences acquises dans des formations, dans des expériences, mais ça commence par l'expression des salariés. La déclaration de chacun, de pouvoir exprimer ce qu'il a envie de faire, ses ambitions, ses aspirations, et puis peut-être le métier qu'il a envie d'avoir demain et sur lequel il a besoin d'accompagnement. Oui, tu as un gros sujet en fait dans le distanciel et finalement la masse de communication. Donc ça va être les outils du type Pulse Survey, c'est-à-dire des questionnaires pour savoir un peu comment vous vous sentez, quels sont les sujets qui se posent en ce moment, donc pour qu'il y ait une connaissance massive, temps réel et distanciel des personnes que tu vois pas forcément déjà pour le manager et même au niveau macro. Puis après, tu vas avoir la conversation type feedback, donc pouvoir... Attends, commence avec les sondages justement là. Ouais. Pulse Survey. Pulse Survey. Pulse Survey. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils y répondent, les gars? C'est-à-dire, il y a... En fait, c'est pas si évident. Oui, mais tu as une appétence quand même. C'est-à-dire que envie de donner ton plus avis. tu as de la distance, plus tu as aussi envie d'être pris en compte dans ton avis. Donc ça fonctionne assez bien et ça a été une grosse tendance des startups RH. Je crois que vous développez aussi des choses dans ce sens-là chez Talentsoft. Mais en gros, il y a un besoin aujourd'hui fondamental de pouvoir dire en temps réel et pas seulement l'enquête annuelle avec 92 questions. Oui, c'est ça. Oui. Et qui arrive en assemblée générale. Et on dit alors les points d'amélioration. Le taux d'affinité, c'est ça. Alors que là, le manager, il a besoin d'avoir ça en temps réel. Donc il va faire ces 5-6 questions. C'est lui qui le fait. C'est le manager qui fait ça. Il peut le faire, ouais. Tu peux le programmer aux différents niveaux de l'organisation, mais tu peux avoir le manager qui, à son niveau, va poser les 4-5 questions qui sont les sujets qu'il sent un peu, et hop, il va avoir ses retours. Et c'est une manière de connaître sa population. Et j'ai envie de te dire, avec le travail à distance, ça devient fondamental. Et pour renforcer un peu ça, sur la partie outils, pour parler aussi de Talentsoft là-dessus, c'est qu'il y a ce support où chacun peut exprimer ses ambitions, ses aspirations, et puis c'est en vue d'être connecté aux opportunités de l'entreprise. Donc c'est une certaine autonomie dans son parcours de carrière. Ouais. Même sans le manager, déjà en tant que collaborateur, je peux exprimer mes souhaits et être connecté à une offre de mobilité interne, de formation, une mission stratégique par exemple. Et pour le manager, lui, bien sûr, il bénéficie de toute cette connaissance. Et puis, on a aussi des solutions qui permettent de soutenir la conversation avec le collaborateur. Puisqu'aujourd'hui, c'est un petit peu fini l'évaluation annuelle une fois par an avec juste son manager. On va plutôt s'appuyer sur quelque chose de continu avec des contributeurs qui vont faire du feedback régulièrement et avoir une vue vraiment plus objective sur les réalisations du collaborateur. Et en fait, nous, on se situe un petit peu en amont de cette chaîne, c'est-à-dire que tu as pas mal d'outils type Talent Management comme Talentsoft qui vont te permettre de mettre, par exemple, tes compétences, tes envies, qui vont te proposer une formation ou un poste. Mais en fait, nous notre positionnement dans l'écosystème, en fait, c'est de se dire, avec JobMaker, c'est de se dire, le collaborateur, il a quand même besoin, à un moment donné, de cette prise de recul sur sa trajectoire. C'est pas juste, je rentre 3 compétences et puis
hop, je vais dans le prochain métier. Je me prends ce temps de me poser des questions, de savoir quelles sont mes forces, quelles sont mes envies, vers quoi je veux évoluer, parce que tu peux avoir un outil big data super performant qui te dit telle compétence, elle va sur tel besoin à 5 ans, sauf que individuellement, il faut que les gens soient en mouvement, agiles, qui se connaissent pour qu'ils accompagnent ta transformation. Tout à fait, tu vois. tout à fait. Donc il y a un facteur humain, et nous, notre technologie, elle sert à accompagner l'humain dans sa capacité à être agile, à se connaître et finalement à rentrer les données dans des dispositifs plus robustes qui vont ensuite faire les systèmes de matching, etc. Donc typiquement avec Talentsoft, nous, on va s'interfacer en amont. Et on fonctionne très bien en écosystème avec les API, etc., pour que ça vienne peupler de données les outils de matching de Talentsoft, par exemple. Mais JobMaker s'appuie sur quoi pour m'aider, moi, salarié, dans ma réflexion sur l'ensemble de l'historique et de toutes les données que vous avez, sur des profils comparables, sur ce qui s'est passé dans d'autres entreprises que vous avez pu constater? Alors, c'est quoi la base de données Alors, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on a vraiment mis la technologie pour reproduire la maïeutique du coaching. C'est-à-dire, on va t'amener à te poser des questions au fur et à mesure. Je ne sais pas, par exemple, le top 5 de tes réalisations, Stéphane, je ne sais pas lequel c'est, tu vois, va savoir... Smart et mes 4 enfants. Voilà, t'as le 5, bravo. Là, j'avoue, écoute, t'as pas besoin de JobMaker. Mais tu vois, et t'amener petit à petit à réfléchir, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, dont je suis fière, que j'ai aimé, ok, comment je le formule, c'est ça, ok. Puis à la fin, mais revenons, parce que ça m'intéresse. Le top 5 de tes réalisations, donc je suis un peu collé sur le truc, et là, tu vas m'aider justement à les trouver, parce que spontanément, elles vont pas venir, c'est ça? En fait, la techno, elle va t'aider à te poser les bonnes questions, mais elle va pas aller chercher les informations ailleurs. Donc là, on est vraiment... Oui, je comprends. Tu vois, comme le coaching, en fait, hein, c'est coaching digital. Et en quoi est-ce que ça concerne directement les managers? Parce que justement, c'est autant de trucs qu'ils n'ont pas à faire, donc ils recueillent les résultats. Voilà, exactement. Ouais. Manager, coach, c'était évoqué tout à l'heure, il y a un sujet de compétences, donc il y a tous les programmes. Mais là, t'imagines bien qu'ils ne vont pas faire ça à l'échelle de l'ensemble des collaborateurs. Par contre, s'ils leur donnent cet outil et que derrière, en 2 minutes 30, je t'explique mes 5 réalisations où j'en suis, là, il peut faire du feedback, interagir. Mais l'accompagnement pour faire sortir ça, c'est un métier, c'est le coaching, c'est ce qu'on a digitalisé. J'ai discuté récemment avec la RH d'Elior, donc pour le coup, métier de service avec énormément de main-d'œuvre. Une partie du bonus des managers est indexée sur leur capacité à faire évoluer leurs propres équipes. C'est-à-dire qu'ils doivent sortir de leurs équipes et faire évoluer un certain nombre de leurs collaborateurs. Je trouve ça très puissant comme démarche, finalement, de leur de dire si vous les enfermez, vous allez les perdre. C'était aussi un énorme pain des organisations. C'est-à-dire qu'avec le manager qui veut garder ses talents et qui ne les fait pas évoluer, ils étaient en train de perdre de la valeur, et donc il fallait avoir un incentive, y compris au niveau de l'évaluation sur les managers, parce que ça ressortait en numéro 1 du frein à la mobilité interne dans les organisations, c'était l'attitude des managers. Donc, et ça fait des années, dans les enquêtes. Puis on parlait tout à l'heure... Un mot de conclusion, on est au bout, Élodie, un mot de conclusion. Oui, non, j'allais dire, pour parler des freins, effectivement, je suis d'accord, je ne veux pas corroborer, pardon. Non, mais vas-y, finis. C'était juste pour te dire qu'il nous restait 30 secondes. Non, mais c'était juste que je voulais renforcer le message autour des soft skills des managers. Il y a des outils qui peuvent les aider à coacher, mais il faut les transformer sur plutôt aussi des attitudes et des savoir-être vis-à-vis de leurs collaborateurs, et qui lâchent prise avec ce contrôle et ce... management à la puis toujours un puissant sponsorship au sommet pour dire allez-y les gars, c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Voilà. Et sur le fait de rendre les collaborateurs acteurs en face de ces managers coachs. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, la stratégie qui doit venir aussi d'en haut. Le message doit être clair. Exact. Merci, mesdames. C'était Rebond, et on se retrouve très bientôt en partenariat avec Cégide.